va pas mettre la slide. Merci. Alors, je vais vous épargner la liste de toutes les fêtes sur notre commune. Du coup, les contraintes budgétaires pèsent sur notre commune, mais nous choisissons la solidarité. Chaque euro versé à une association n'est pas une perte pour la collectivité, c'est un investissement. Et c'est précisément quand la situation économique est difficile que le rôle des associations devient vital. Et l'événementiel n'est pas un luxe, mais une nécessité, qui favorise du coup la cohésion sociale, crée du lien et permet aux gens de se rencontrer. Et juste, je précise, comme a dit Olivier au tout début de la séance, la reprise du coup des marchés nocturnes le 3e vendredi de chaque mois. Avez-vous des questions? Oui. Est-ce que vous pouvez nous préciser à quoi correspond le séminaire annuel expérimentation territoire zéro chômeur? Ça correspond à quoi concrètement? Alors, ouais, c'est bon. Le séminaire territoire zéro chômeur de longue durée est une rencontre annuelle sur 2 jours de l'ensemble des partenaires de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée sur le Teil. Il permet d'échanger sur le déroulement de l'expérimentation à l'échelle locale. Il mobilise selon les années entre 40 et 50 personnes auxquelles s'ajoutent selon les moments les salariés des 2 entreprises à but d'emploi. La venue d'intervenants extérieurs permet également de conduire des réflexions collectives de fond. Ainsi, à titre d'exemple, le séminaire organisé en mai 2024 a permis, avec la présence des membres du comité scientifique, de conduire un temps collectif d'évaluation ou de la démarche. Le séminaire organisé en mai 2025 a permis d'aborder des questions relatives au management inclusif dans les EBE, de l'autonomisation des femmes, des coopérations territoriales, de l'activation des dépenses passives. Là encore, en appui d'intervenants tels que des chercheurs membres du comité scientifique ou à l'aune de l'expérience d'autres territoires engagés dans la démarche. Ce sont des temps fort importants pour la mobilisation du collectif d'acteurs locaux et la bonne conduite de l'expérimentation. C'est pas vraiment une fête du coup. Non, c'est un moment de travail. On se retrouve pour travailler et échanger sur différentes orientations, mais aussi pour faire évoluer le territoire zéro chômeur sur le secteur. Et du coup, je comprends pas ce que ça fait dans le compte fête. Du coup, comme c'est pas une fête, je comprends pas vraiment ce que ça fait dans le compte fête en fait. C'est peut-être une cérémonie. Fête et cérémonie, en fait, c'est là où on met des événements, mais qui sont... c'est pas forcément une fête, il y a les cérémonies, il y a, voilà, ça rentre là-dedans, mais comme a bien précisé Pierre-Henri, il ne s'agit pas de ni une fête, ni une cérémonie, mais on a tout un tas d'événements qui rentrent dans ce chapitre-là. Voilà. Par contre, il y a bien un compte-rendu qui a été fait, puisqu'il avait été présenté en conseil municipal, et tous ces travaux alimentent le fonds national, puisqu'on est encore sur, aujourd'hui, une expérimentation, et qui doit peut-être se transformer en loi avec une inscription définitive donc, de territoire zéro chômeur dans tous les schémas d'insertion. Donc c'est vraiment c'est un travail qui est réalisé, quoi. Oui. Oui. Juste en complément, pour répondre à votre question, fête et cérémonie, ça correspond aussi à une imputation budgétaire, donc à une typologie de dépenses. Et on a l'obligation au conseil municipal, effectivement, de préciser quelles sont les occasions, les manifestations pour lesquelles cette typologie de dépenses est faite. C'est pour ça que vous avez une délibération qui reprend l'ensemble des manifestations, que ce soit festif ou de travail, mais pour lequel la typologie de dépenses fait l'objet d'inscription de crédit, en fait. Okay. Comment sont évalués ces événements, en fait, cérémonies, enfin, je ne sais pas trop le verbatim que vous souhaitez utiliser. Est-ce qu'il existe des rapports du comité des fêtes, par exemple? Est-ce que c'est le comité des fêtes qui gère ça, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce qu'il y a une évaluation qui est faite sur, je vais dire n'importe quoi, mais à vélo, j'en sais rien, c'est la première que je vois. Est-ce qu'on a une évaluation qui est faite sur est-ce que ça a marché, pas marché, est-ce qu'on regarde l'année d'après ou pas, par exemple? Halloween, par exemple, ou Carnaval, etc.
exemple, si on prend les marchés du vendredi, on a transformé le marché puisqu'on a fait le constat que ça ne fonctionnait pas suffisamment bien. Voilà. Donc le constat a bien été fait qu'on a eu, donc on avait peu d'artisans et qu'il fallait le redynamiser. C'est pour ça qu'on a ouvert à des artisans d'art et à des forêts qui sont sur le marché du jeudi et qui vont venir le vendredi soir. Voilà, c'est l'exemple typique où, oui, on a bien fait le constat qu'il y a dans l'ensemble de ces événements, il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien. Après, le comité des fêtes, il est autonome. Nous, on lui verse une subvention, mais c'est à lui de faire ses bilans, comme tout un tas d'associations. Donc si je comprends le fonctionnement, il va y avoir un conseiller ou un adjoint qui va être censé d'évaluer toutes ces choses-là, ou comment ça va se faire concrètement? Après, je rappelle quand même que dans toutes les manifestations, dans toutes les associations, tous les week-ends, toute l'année, il y a toujours un élu. On a des, voilà, on s'attelle à être présent de partout, hein, donc on a des plannings qui circulent. Alors ça peut très bien être l'élu référent qui ne peut pas être là, mais il y aura toujours un élu. On essaie d'être présent de partout, donc justement pour voir comment ça se passe, si ça se passe bien, pouvoir évoluer, pouvoir faire changer les choses. D'autres questions? Non. Je soumets au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Ok, votez à la majorité. Délibération suivante, à 68, c'est Cécile. Allez. Voilà, cette délibération... Cette délibération concerne les orientations et le périmètre d'intervention du Centre communal d'action sociale. Donc, je rappelle qu'en application du Code de l'action sociale et des familles, un Centre communal d'action sociale, CCAS, est créé dans toute commune de 1500 habitants ou plus. C'est un établissement public administratif disposant d'une personnalité juridique propre et d'une autonomie financière. Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, considérant qu'outre ses missions légales, comme ses missions obligatoires, on les appelle aussi, le CCAS peut exercer des missions d'action sociale facultatives, c'est ce qu'on appelle, voilà. Mais elles sont décidées par le conseil municipal, c'est-à-dire c'est un périmètre d'orientation qui est soumis à l'accord du conseil municipal. Alors, nous considérons la nécessité de préciser et d'actualiser les domaines d'intervention du CCAS afin d'adapter son action aux besoins sociaux de la population. Donc, aujourd'hui, on va voter pour fixer le périmètre d'intervention du Centre communal d'action sociale comme suit. Donc, il y a d'abord les missions légales qui sont de toute manière obligatoires, les instructions des demandes d'aide sociale légale et leur transmission aux autorités compétentes, la domiciliation des personnes sans domicile stable et la réalisation d'une analyse des besoins sociaux. Alors ça, j'insiste, parce que ça, c'est très important, c'est censé être mis en place dans la première année du mandat, et c'est en fait notre feuille de route pour le mandat, ça va nous servir de feuille de route pour avancer dans notre mandat. Voilà. La tenue d'un fichier des bénéficiaires de l'action sociale dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles. Alors c'est un fichier qu'on trouve sur un site d'État, hein. C'est un fichier qui est sécurisé, il s'appelle Mon Suivi Social. Et en fait, ça permet de connaître, d'avoir un suivi sur les personnes que nous rencontrons. Voilà. Et alors, des missions complémentaires. Alors, l'attribution d'aide financière individuelle d'urgence après évaluation sociale, on en a parlé tout à l'heure. Alors ça, ils sont définis par le conseil d'administration du CCAS. L'accompagnement social des publics en difficulté, notamment en termes d'accès aux droits et d'accès au logement social. Alors, tout ce qui est l'accès aux droits, on a maintenant aussi France Service qui nous aide beaucoup. Et on travaille beaucoup sur le logement social au CCAS. L'information et l'orientation afin d'améliorer la prise en charge des besoins sociaux locaux. Les actions en faveur des personnes âgées, notamment en matière de lutte contre l'isolement social. Le soutien logistique et financier à des associations œuvrant dans le champ du développement social et de l'action sociale.
Le développement d'actions de prévention en matière de santé, notamment par la mise en place d'un lieu d'écoute, animé par une psychologue d'une part, et maintenant d'actions de prévention et de médiation santé, puisque nous avons la médiatrice qui est avec nous, dans les quartiers prioritaires, au titre de la politique de la ville d'autre part. La mise en place d'actions de prévention et de lutte contre l'échec scolaire, avec la coordination et l'animation du programme de réussite éducative. La gestion de 3 logements ALT, c'est des logements d'urgence. Il y en a 2 pour les personnes, les femmes victimes de violences, et 1 pour, peu importe, femmes ou hommes, mais des gens qui sont qui ont besoin d'être logés. Et la tenue du registre des personnes vulnérables de la commune. Voilà. L'intervention du CCAS est réservée aux personnes résidant sur la commune du Teil, sauf situation d'urgence exceptionnelle liée à l'appréciation du président. Le CCAS travaille en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels. Alors on a l'État, le département, CAF, MSA. Cet après-midi, par exemple, on avait l'ARS, les services de la commune et de l'intercommunalité. Et aussi les partenaires associatifs pour éviter les doublons d'aide, améliorer et coordonner les actions de prévention et d'accompagnement des publics concernés. Ça, c'est un petit peu ce dont je vous parlais tout à l'heure par rapport au maillage social. Nous sommes en lien et on a beaucoup de partenaires. On travaille avec eux et ils travaillent aussi entre eux pour éviter ces doublons et pour être plus, en fin de compte, d'aller au cœur, d'avoir une efficacité encore plus prouvée. Donc, pour l'exercice des missions précisées aux articles que je viens de vous lire, le CCAS dispose d'une subvention de fonctionnement versée annuellement par la commune, de la mise à disposition de personnels communaux, de la mise à disposition de locaux d'équipement et de moyens matériels et de cofinancement mobilisés auprès des différents partenaires. Et le CCAS se dotera d'un règlement intérieur qui sera voté durant les réunions du CCAS. Voilà. Avez-vous des questions? Du coup, là, CCAS, donc clairement, c'est d'aider la population dans le besoin. Une personne malvoyante qui vient pour faire une demande de carte d'identité, on la renvoie en lui disant c'est par Internet. Voilà, moi j'aimerais bien qu'on me réponde là-dessus, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas dans quel contexte s'est passée cette situation. C'est vrai que cette personne-là, normalement, on la prend en charge et on voit pour elle, et notamment par l'intermédiaire de la médiatrice santé maintenant, comment on peut procéder pour elle à cette action. D'autres questions? Oui. Allez-y. Pour tout ce qui est de la convention, ça me va bien, sauf un point. Je sollicite le retrait de la mission complémentaire, le soutien logistique et financier à des associations œuvrant dans le champ du développement social et de l'action sociale. En effet, cette délibération est beaucoup trop vague, ne cadre aucunement l'enveloppe budgétaire et a pour objet de contourner le conseil municipal sur l'octroi de subventions. Il est préférable que le conseil conserve cette faculté. Alors, concernant les associations que nous subventionnons, nous avons un contact particulier avec ces associations. Certaines se retrouvent dans nos réunions de CCAS. Nous travaillons régulièrement avec eux et donc nous connaissons bien leurs besoins et la façon dont ils utilisent les subventions que l'on peut leur accorder et la façon dont ils travaillent. Et surtout, on les aide beaucoup aussi. Et je pense que c'est très opportun que justement ce soit le CCAS, qui les connaît très bien, ces associations, qui puisse déterminer le montant de ces subventions. De toute manière, ces subventions, elles sont issues au départ d'une subvention que la mairie accorde au CCAS, qui est de l'ordre de 50 000 €. Et donc, voilà, c'est un intermédiaire, si vous voulez, mais qui me paraît très très important, toujours par rapport à l'efficacité sur la prise en charge sociale sur la vie. Quand même pas convaincu. Mais... D'autres questions? Oui, bonsoir. Moi, ma question est beaucoup plus légère. Sur la ligne prévention santé, donc nous avons lieu d'écoute et de médiation santé en QPV. Malheureusement, on sait que le besoin, l'aide, n'est pas forcément lié à une certaine couche sociale ou à une certaine lieu de résidence géographique. Est-ce tout de même ouvert à tous les Théilois ou uniquement pour les QPV ?
Alors, si nous avons obtenu ces subventions de l'ARS, c'est parce que nous avons 2 QPV. Mais nous avons rencontré l'ARS, notamment encore aujourd'hui, et effectivement, ils ne sont pas arc-boutés sur le fait que chaque personne prise en compte fasse partie des QPV. Ils comprennent très bien que souvent, forcément, il y a des gens qui ont nécessité de ces prises en charge et qui ne font pas partie des QPV. Donc il y a une souplesse, bien sûr. Mais il faut bien se dire que si on a obtenu ces financements, c'est parce que nous avons 2 QPV. Voilà. S'il n'y a plus de questions, je le soumets au vote. Y a-t-il des oppositions? Une. Des abstentions? 3. Merci. Programme de réussite éducative. Alors, donc cette délibération porte sur la convention du PRE, Programme de réussite éducative, entre la commune, le CCAS et l'association Mediacom. La commune met en place, dans le cadre de la politique de la ville, un programme de réussite éducative destiné à lutter contre l'échec scolaire, réduire les écarts de réussite scolaire et éducative, favoriser l'épanouissement et le bien-être des enfants et adolescents, prévenir de manière précoce les difficultés rencontrées et tenter d'y remédier en s'intéressant aux conditions de vie propices à la réussite éducative. Ce dispositif coordonné par la commune qui s'appuie pour ce faire désormais sur son CCAS bénéficie du soutien financier de l'État et de la Caisse d'allocation familiale. Il fait également appel au savoir-faire spécifique d'un certain nombre d'acteurs locaux et parmi eux l'association Mediacom, notamment au travers 3 actions qu'il vous est proposé de reconduire en 2026 suite à l'avis favorable du comité de pilotage du PRE en date du 23 mai 2025. Apprendre autrement, développer des compétences grâce au jeu et à la lecture plaisir, tout doux la reprise, appréhender de manière positive la rentrée scolaire et mercredi découverte. Donc susciter la curiosité et donner envie d'apprendre à travers la découverte d'activités culturelles et sportives. La mise en place de ces actions mobilise un financement de 21 000 €, pris en charge par les financements obtenus de l'État et de la CAF. Il vous est proposé d'approuver la convention annuelle approuvant pour l'année 2026 le programme d'intervention dans la mise en œuvre est confié à l'association Mediacom. Y a-t-il des questions avant que je soumette au vote? Oui, je vous écoute. Donc, j'ai bien reçu les présentations du PRE, du comité de pilotage, mais je trouve que les données sont un peu trop globales en fait pour pouvoir évaluer l'affluence de ces activités-là. Dans ce que j'ai reçu, on parle de 39 personnes, je pense, mais on ne sait pas si ces 39 personnes, à chaque fois, par exemple la semaine 1, il y a eu 3 personnes, est-ce qu'il y en a eu 28? Vous voyez ce que je veux dire? Avoir une granulométrie plus pertinente pour évaluer l'action. Deuxième point, dans le PRE, je ne vois pas d'évaluation des résultats en fait de ces actions. C'est-à-dire qu'on est là pour lutter contre l'échec scolaire, etc. Mais je ne vois pas d'évaluation de ce qui a été fait. Est-ce que ça a porté ses fruits ou pas? C'est compliqué d'avoir une évaluation. C'est à l'appréciation de Excusez-moi. En fait, c'est compliqué d'avoir une évaluation des résultats. En fait, c'est plus par exemple, tout doux la reprise. Les enseignants, c'est plus un ressenti au niveau des enseignants. Apprendre autrement, c'est aussi permettre d'acquérir de toucher à d'autres domaines, de vivre les choses autrement. C'est plus dans le bien-être, certainement, que dans des résultats, en tout cas palpables à l'immédiat et évaluables. C'est quelque chose qui se fait dans le temps. Oui, pour compléter, c'est vrai que la réussite éducative, c'est pas forcément la réussite scolaire. Hein. On est sur le bien-être de l'enfant, apprendre autrement. Enfin voilà. Et comme toutes les actions de prévention, ce qu'on mesure, c'est quand il n'y en a pas.
Et c'est un peu la difficulté, c'est que qu'est-ce qu'on met dans les ingrédients d'évaluation, et on sait que c'est indispensable que ce type d'action se fasse. Voilà. Mais un grand plaisir à apprendre. Et puis, le mot évaluation, on parle d'éducation. Enfin, à un moment, on pèse pas des tomates, on n'évalue pas si on les a bien vendues, pas bien vendues, si elles étaient mûres ou pas mûres. L'évaluation en éducation, c'est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose qui se passe dans le temps et qui ne se fera pas sur un tableau à 4 chiffres qu'on va voir dans un bureau. Très bien. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, je soumets au vote. Y a-t-il des contre? 4 voix, je ne vois pas. Merci. 4. Voilà. Bon, soumis à la majorité. Voté à la majorité, pardon. Alors, une première délibération, donc je vous propose d'approuver une convention de servitude au profit d'Enedis sur une parcelle située sur la place Pierre-Semard pour l'enfouissement, le passage d'un câble souterrain d'une longueur de 6 mètres linéaires. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça amène des questions, sinon je vous propose de soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est voté à l'unanimité, je vous remercie. La délibération suivante concerne la cession au profit de M. Nathan Perrier d'une maison de ville qui est située 13 rue Jean Vernet sur la commune, dont nous sommes propriétaires et nous n'avons plus l'utilité. C'est un logement duplex d'une surface utile de 70 mètres carrés qui est en assez bon état général. M. Perrier nous a fait une offre à 65 000 € pour acheter ce bien qui est supérieur à la valeur estimée par le pôle d'évaluation des domaines. Donc, il vous est proposé d'approuver cette cession et ce nouveau propriétaire d'une maison hôtel. Donc, s'il n'y a pas de questions, il y a une question, je vous écoute. Je réitère simplement une question que j'ai déjà posée par mail, mais je souhaiterais avoir la liste de l'inventaire des biens communaux avec les parcelles et les contenances. Parce que là, on nous demande de nous prononcer sur une cession, mais je ne sais pas si ça représente 15% du patrimoine de la ville ou 0,1%. Voilà pourquoi je vais voter contre ces deux cessions. Ce n'est pas spécifiquement lié à celle-ci en particulier, c'est juste que comme je n'ai pas toutes les informations, je ne peux pas me prononcer. Donc je soumets au vote. Et y a-t-il des oppositions? Une? Oui. Vous vous opposez, Monsieur Vincent, ou vous... Oui, j'ai dit que je votais contre, oui. Donc une opposition, des abstentions? 3 abstentions, c'est voté à la majorité. Et enfin, une délibération pour la cession à Michel Jouve d'une parcelle, de 2 parcelles situées 12 rue Max Boiron. Donc la commune qui est propriétaire d'un terrain nu d'une contenance de 35 mètres carrés situé rue Max Boiron numéro 12. Ce terrain, il avait été intégré au domaine communal lors du classement dans le domaine public de la rue. Et il était auparavant un chemin privé. Ensuite, il a été détaché de la voie publique et déclassé du domaine public par délibération du conseil municipal le 25 juin 2018. Constatant cette erreur sur le cadastre lors des échanges précédents de terrain entre les propriétaires respectifs et lors de la création d'un chemin d'accès privé, le conseil municipal s'était initialement prononcé en 2023 pour une cession de cette parcelle à 1 €. Et aucune suite n'a toutefois été donnée, vu le micmac l'imbroglio de cette situation. Dès lors, la commune n'ayant pas l'utilité de conserver ce terrain dans son patrimoine, et afin de clore ce dossier, ce qui vous est proposé ici, c'est d'approuver la cession à M. Michel Jouve, qui est propriétaire de la parcelle et pas passerelle, attenante, sur la base de l'estimation établie par le pôle d'évaluation domaniale, à savoir 300 €. Donc, s'il n'y a pas de questions, s'il y a une question, je vous écoute. En janvier 2023, le conseil municipal a approuvé la vente de cette parcelle
propriété de la commune à M. Jouve, alors conseiller municipal et même adjoint, contre la somme de 1 euro. La parcelle étant évaluée déjà à l'époque à 300 euros. Pourquoi ne pas l'avoir vendue 300 euros en 2023, comme je l'avais demandé pour éviter tout conflit d'intérêts? M. Jouve aurait gagné 3 ans. Maintenant, sans ses indemnités d'adjoint, il a perdu du temps, de l'argent et du pouvoir d'achat. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Donc je propose de voter cette délibération pour céder à Michel Jouve le terrain attenant à sa propriété pour la somme de 300 euros. Y a-t-il des oppositions ? Oui, il faut préciser qu'il prend à sa charge les frais d'acquisition. Donc une opposition. Y a-t-il des abstentions ? 3 abstentions. Je vous remercie. J'en ai encore. Et donc une délibération concernant la participation annuelle de la commune à l'association Logement Vallée du Rhône. Donc je vous rappelle que c'est une association qui a été créée en 1991 pour développer une offre adaptée de logement permettant l'insertion et la promotion des personnes ou des familles qui éprouvent des difficultés en raison de leurs ressources ou de leurs caractéristiques familiales ou socioculturelles. Cette association donc œuvre pour le droit au logement des populations les plus démunies. Elle recherche, elle loue, elle gère et elle entretient des propriétés en vue de réaliser des logements sociaux et mobilise des moyens financiers afin de maintenir les publics ciblés dans des logements sociaux, Elle gère actuellement 44 logements répartis sur 4 communes, dont 25 sur le Teil. Les communes membres, donc dans le fonctionnement, s'acquittent chaque année d'une cotisation annuelle calculée au prorata de la population légale. Donc ce qui vous est proposé, c'est d'approuver le montant de la participation annuelle de la commune à la LVR pour l'année 2026, qui s'élève à 13 691,97 euros, soit 1,53 € par habitant. S'il n'y a pas de questions, je soumets au vote. Y a-t-il des oppositions ? Une opposition, des abstentions, 3 abstentions. Je vous remercie. Oui, alors comme vous le savez tous, il fait bon vivre au Teil. Et nous vous proposons d'exploiter et de communiquer à travers un label qui est porté par une association Ville et Village où il fait bon vivre, qui diffuse un label, un palmarès annuel permettant de valoriser la qualité de vie du territoire et de communiquer de manière positive sur ses atouts. Chaque commune est analysée sur 197 critères répartis en 11 catégories: la qualité de vie, la sécurité, la santé, les transports, les commerces et services, l'éducation, la protection de l'environnement, les finances et impôts locaux, la solidarité, les sports et loisirs, l'attractivité immobilière. Ces catégories sont pondérées selon l'importance que leur accordent les Français et les communes qui obtiennent un nombre de points sur chacun des critères. Ils sont ensuite comparés et sur cette base classés au niveau national par département et par strate de population. L'exploitation du label permet de bénéficier de la couverture médiatique lors de l'édition du palmarès, d'utiliser des outils de communication mis à disposition, pages internet, goodies, panneaux d'entrée de ville, logos, etc. Le coût annuel d'exploitation du label est proportionnel à la taille de la commune, soit pour la ville du Teil, 1 920 € TTC pour une commune donc de 5 000 à 9 999 habitants. Engagée dans un projet de reconstruction et de rénovation urbaine ambitieux, la commune progressivement transforme ses espaces publics et le cadre de vie de ses habitants. Elle investit depuis déjà bon nombre d'années dans l'accès pour tous à la culture, à l'éducation, au sport, dans le développement et l'inclusion sociale de ses habitants, dans l'animation de la ville. Elle s'inscrit également dans un enjeu de transition écologique, accordant une place importante à la nature en ville. Ces transformations s'accompagnent d'un enjeu de changement du regard porté par les habitants et des visiteurs sur leur cadre de vie. L'exploitation du label peut dès lors être un outil complémentaire intéressant dans cette démarche. Pour information, la commune aujourd'hui est classée au 2902e rang du classement national des communes sur un total de 34 727,
au 883e rang des communes de 5 000 à 10 000 habitants et au 7e rang du département sur 335 communes. Ce classement a vocation à s'améliorer au fil des années. En résumé, il s'agit de valoriser objectivement la qualité de vie du territoire, de bénéficier d'une visibilité nationale et locale renforcée, de communiquer de manière positive et encadrée, de renforcer la fierté et le sentiment d'appartenance des habitants, de mettre en lumière les actions et les dynamiques locales, de disposer d'un outil d'analyse au service de l'action publique et de s'inscrire dans une démarche de reconnaissance durable. Il vous est donc proposé d'approuver la proposition de solliciter l'exploitation de ce label pour un montant de 1 920 € TTC. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je ne vous cache pas que moi, tous ces labels, généralement, je suis assez froide là-dessus. Y a-t-il eu, est-ce que c'est quantifié le retour possible ou les retombées espérées? Est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait nous permettre d'évaluer? D'évaluer l'attractivité de ce label par rapport à la ville? Vous voulez les retombées? Ben, je pense que le tissu économique peut être un des vecteurs de quantification, aussi bien même que les manifestations culturelles, puisque je crois que ce label peut participer et peut contribuer au développement de tout ce que la ville propose en termes d'attractivité, aussi bien donc économique, culturel, sportif, bien entendu. Donc voilà, moi je pense qu'il n'y a que des atouts à participer à ce type de label. C'est en fin de compte donner de la visibilité en plus aux actions que la ville porte. Et donc là, c'est annuel? Absolument, c'est une cotisation annuelle de 1 920 € TTC. D'autres questions? On va le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. C'est à moi. Donc, je vous propose une délibération. Donc, un mandat spécial est prise en charge des frais de participation du maire à l'Assemblée générale de l'association Expérimentation Territoire contre le chômage de longue durée qui se déroule à Nantes le 17 et 18 juin 2026. Je rappelle l'importance pour la commune qu'elle prenne une part active dans le fonctionnement du réseau national. C'est pour ça que je vous propose la prise en charge des frais de participation de monsieur le maire selon les modalités suivantes: 172 € de frais de transport et 109 € de frais d'hébergement. Est-ce qu'il y a des questions? Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? 3. Des abstentions? Je vous remercie. Le conseil municipal est terminé. Nous allons passer aux questions orales. Donc, c'est la première question, c'est monsieur Julien Vincent. Lors du conseil municipal du 8 avril 2026, monsieur le maire a indiqué avoir pris contact avec le cabinet Fayol au sujet d'un possible abus de droit. La décision 2026-16. Merci de préciser au conseil de quel litige il s'agit ainsi que les identités des personnes concernées. Merci également de transmettre au conseil la teneur de la réponse apportée ainsi que la délibération du conseil autorisant le maire à faire appel à un cabinet d'avocats sans accord préalable du conseil municipal. Je vous rappelle qu'en application de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le maire peut recevoir du conseil municipal délégation pour d'une part prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des accords cadres, ainsi que toute décision concernant le ravenant lorsque les crédits sont ouverts au budget, et d'autre part pour fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Cette délégation m'a été accordée par délibération du conseil municipal en date du 20 mars 2026. Il s'agit de la délibération 2026-034. Un avis préalable du conseil municipal n'est donc pas nécessaire. La consultation juridique en question a donné lieu à une décision du maire, numéro 26 2026-16, en date du 7 avril 2026,
et en application de l'article L. 2122-23. Je vous en ai fait part en séance du 8 avril 2026. Depuis plusieurs années, les services de la collectivité doivent faire face à une multitude de demandes de communication de documents administratifs, près d'une centaine au cours de ces 2 dernières années. La somme de ces documents représente très certainement plusieurs centaines, voire milliers de documents, si j'y ajoute vos très nombreuses demandes de ces dernières semaines. S'y ajoute également un nombre conséquent de questions orales posées régulièrement le vendredi en fin d'après-midi, obligeant les services à se mobiliser parfois au cours du week-end pour pouvoir réunir les éléments de réponse. Par ailleurs, ils ont dû également gérer de très nombreux recours devant les tribunaux, et notamment devant le tribunal administratif, une vingtaine ces dernières années, ce qui, outre les frais, les coûts générés pour la collectivité, occasionne également une charge de travail conséquente pour la direction générale des services. Tout cela additionné, et tout semble indiquer que cette situation n'est pas près de s'arrêter, perturbe de manière significative l'activité des services, par ailleurs mobilisée sur le fonctionnement de la collectivité et le pilotage des projets qu'elle conduit. J'ai donc demandé effectivement une analyse juridique de cette situation afin de déterminer dans quelle mesure elle serait ou pas de nature à constituer une situation d'abus de droit. Cette analyse à ce jour n'a pas été produite. Question numéro 2. Le maire a décidé le 3 février 2026, donc c'est la décision 2026-06, d'approuver un nouvel échéancier de dépenses relatif à l'opération de requalification de la place Pierre-Sémard, reportant les premières échéances à 2028. Merci de transmettre au conseil municipal le fondement de sa décision, les raisons de ce décalage de 2 années, ainsi que les avis du conseil municipal correspondant à cette prise de décision. Je le redis donc, afin de rester dans les temps quant à la mobilisation des subventions accordées par l'ANRU sur le projet de requalification de la place, le conseil municipal s'est prononcé le 30 septembre 2024 sur un programme de consultation. Ce calendrier s'est depuis nettement assoupli et nous ne sommes plus dans la même urgence. Et pour des raisons budgétaires mais aussi techniques et de gestion des usages du centre-ville, il n'est pas opportun de lancer et de conduire tous les chantiers en même temps, les 2 places, la gare. Nous avons fait le choix de mener à bien les chantiers du quartier Jean Massé, rénovation urbaine de la place, réhabilitation de la médiathèque, reconstruction de l'église, avant de mettre en travaux la place Pierre-Sémard, où d'ores et déjà d'autres opérations sont en cours ou vont l'être prochainement, puisque des grosses opérations arrivent, la gare Sud et l'Hôtel de France. La maîtrise d'ouvrage de l'opération a été confiée au SDEA dans le cadre d'une convention de mandat. Celle-ci prévoyait le versement d'un certain nombre d'acomptes au fur et à mesure de l'avancement de l'opération. Le calendrier de l'opération étant différé, il est logique d'en faire de même pour les acomptes. L'approbation de ce nouvel échéancier relève des pouvoirs du maire sans qu'il soit nécessaire d'avoir un avis préalable du conseil municipal qui, néanmoins, en a été informé en séance du 23 février dernier, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Si la rénovation de la place Pierre-Sémard est bien inscrite au projet du mandat, elle est plutôt prévue sur la période 2028-2030. Cela sera à affiner une fois que le conseil municipal aura pu se prononcer sur le projet définitif d'aménagement de la place et que la réouverture de la gare sera effective, celle-ci ayant également connu un décalage dans le temps. Question suivante. Le maire a décidé le 11 mars 2026, décision 2026-13, de confier la vente d'un bien communal situé 16 avenue du Pont à l'agence 102 Immobilier pour 150 000 €. Merci de transmettre au conseil le fondement juridique de cette décision ainsi que la décision du conseil municipal concernant cette mise en vente. La maison située 16 avenue du Pont était jusqu'au 31 décembre dernier occupée par l'activité qu'il a libérée. La commune n'en ayant pas l'usage pour ses propres besoins et le bien nécessitant des travaux d'entretien conséquents, il a donc été décidé de la mettre en vente. J'ai donc confié le mandat de vente à l'agence 102 Immobilier en vertu de la délégation qui m'a été renouvelée par le conseil municipal par délibération en date du 13 novembre 2025. Le conseil municipal en a été informé en séance du 20 mars, comme le prévoit le Code général des collectivités territoriales. Okay. La dernière pour moi. Le maire a décidé le 12 décembre 2025, décision 2025-68, de commander une analyse juridique au cabinet Fayol sur la communication de documents administratifs. Merci de transmettre au conseil la teneur de la réponse apportée, ainsi que la délibération du conseil correspondant à cette demande.
Je vous dispense de la répétition de la réponse apportée à votre première question. En application de l'article L. 2122 du Code général des collectivités territoriales, je dispose d'une délégation pour faire appel, comme je vous l'indiquais, au service d'un avocat. J'ai informé le conseil municipal de cette décision lors de la séance du 16 janvier. Cette consultation portait effectivement sur une analyse du cadre juridique d'une demande de communication de documents pour laquelle il y avait tout lieu de penser qu'elle déboucherait sur une action en contentieux, ce qui a été effectivement le cas avec le dépôt par M. Buard d'une requête devant le tribunal administratif de Lyon le 8 janvier 2026. J'ai pris note que M. Buard s'est désisté de cette démarche le 13 avril dernier. La note d'analyse juridique qui m'a été fournie dans ce cadre, au regard de la jurisprudence administrative existante en la matière, est couverte par le secret professionnel avocat-client et ne se rattache pas à une délibération du conseil municipal qui permettrait de la rendre communicable. Monsieur Buard, vos questions. Monsieur le maire, depuis le 7 juillet 2025, un an... Oh, pardon, c'est vrai. Ça porte là-dessus en plus. Fatigue. Depuis le 7 juillet 2025, un enregistrement audio des séances de conseil était effectué. L'enregistrement audio des séances de conseil est-il toujours réalisé? Si oui, en séance du 29 septembre 2025, vous avez indiqué que la transmission en direct en ligne des enregistrements à 6 mois des élections municipales n'était pas opportune. Cette période passée, cette transmission audio en direct en ligne est-elle possible? Sinon, pour quelle raison? Alors, ce sont des questions sur lesquelles j'ai effectivement déjà eu l'occasion de répondre. La retransmission en direct des séances du conseil municipal dans la période préélectorale n'étant pas simplement opportune, elle n'était pas légalement autorisée, n'étant pas effectuée les années précédentes. Je vous confirme que les séances du conseil municipal font bien l'objet d'un enregistrement audio afin de faciliter l'élaboration des procès-verbaux de séance et comme je vous l'indiquais lors d'une précédente question sur le sujet, ces enregistrements ne sont pas conservés une fois que le procès-verbal est approuvé par le conseil municipal. Pour l'heure, le règlement intérieur du conseil municipal ne prévoit pas ni de retransmission en direct des séances, ni d'enregistrement audio qui serait mis en ligne sur le site internet de la collectivité. La séance est levée. Je vous remercie. Pourquoi vous ne voulez pas que je pose la question numéro 2? Il y en a une autre. Ah bah oui, vous avez partiellement répondu, mais voilà. C'était les enregistrements des séances du conseil. Ouais. Les enregistrements des séances du conseil peuvent-ils être disponibles sur le site internet de la commune? Sinon, pour quelle raison? Vous venez de les donner. Oui, mais je n'avais pas posé l'entièreté de la question. D'accord? Je vous remercie beaucoup pour ces réponses, monsieur le maire, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.